Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce jeudi 18 juin 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Iran et États-Unis, après 4 mois d'affrontements et de tensions, Washington et Téhéran ont signé un accord historique de cessez-le-feu. Les détails dans ce journal. Génocide à Gaza, le bilan s'élève à plus de 73 000 martyrs et 173 273 blessés. Agression sioniste contre le Liban, le bilan s'alourdit à 3 912 martyrs et 11 873 blessés. Algérie AMP, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, installe le général-major Hamid Fekken dans les fonctions de chef du département emploi préparation de l'état-major de l'AMP. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Après 4 mois d'affrontements et de tensions ayant plongé le Moyen-Orient dans l'incertitude, Washington et Téhéran ont signé un accord historique de cessez-le-feu paraphé à distance par les présidents des deux pays. Le texte prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, une percée diplomatique saluée par les dirigeants occidentaux, mais dont le résultat dépendra des négociations à venir. Un sujet signé Iman Maret. L'annonce était attendue à Genève, mais c'est finalement depuis la France que l'accord a été officialisé. Réunis à l'occasion du sommet du G7, les dirigeants des principales puissances économiques ont assisté à une avancée diplomatique majeure, la signature de l'accord destiné à mettre fin à plusieurs mois de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a paraphé le document au château de Versailles en marge du sommet. C'est signé, oui, c'est signé à Versailles. Nous venons juste de le signer. À plusieurs milliers de kilomètres de là, le président iranien a lui aussi validé le texte, officialisant ainsi un accord négocié à distance entre les deux capitales. Composé de 14 points, ce mémorandum vise à consolider le cessez-le-feu en vigueur et à empêcher toute reprise d'agression dans une région déjà fragilisée par de multiples crises. Première mesure concrète de cet accord, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part considérable du commerce mondial des hydrocarbures. Un enjeu majeur pour les marchés énergétiques internationaux et pour la sécurité des approvisionnements. Mais le cœur de l'accord demeure le dossier nucléaire iranien. Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre d'un futur processus de négociation et réaffirme qu'il ne cherchera pas à se doter de l'arme nucléaire. En contrepartie, les sanctions internationales et américaines imposées à l'Iran doivent être progressivement levées, ouvrant la perspective d'un retour du pays dans les circuits économiques mondiaux. L'accord prévoit également un fonds de 300 milliards de dollars destiné à soutenir la reconstruction et le développement économique de l'Iran. Une mesure censée accompagner la stabilisation du pays après des années de sanctions et plusieurs mois de guerre. Pour les observateurs, cet accord marque un tournant diplomatique majeur après des mois de confrontation et de tensions au Moyen-Orient. Les deux parties disposent de 60 jours pour conclure un accord global sur le nucléaire iranien, les capacités balistiques de Téhéran et ses activités régionales. Un délai décisif qui dira si cette trêve historique peut véritablement se transformer en paix durable. Et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a signé ce jeudi un protocole d'accord en tant que médiateur dans le cadre de l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Plus tôt jeudi, Sharif a annoncé que le protocole d'accord avait été signé par le président iranien Massoud Pezeshkian et son homologue américain Donald Trump et qu'il était entré en vigueur avec effet immédiat, marquant une avancée diplomatique significative entre les deux pays. Dans un message publié sur X, Sharif a souligné que la signature de l'accord au plus haut niveau des gouvernements respectifs démontre l'engagement des deux parties en faveur d'une résolution diplomatique du conflit.
Et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Liu Jian a déclaré ce jeudi que la signature du premier protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran a une signification positive pour apaiser les tensions et consolider l'élan du cessez-le-feu. Les appels répétés de Lai Ching-te à l'indépendance de Taïwan et sa rhétorique séparatiste ne font que révéler son anxiété et son insécurité profonde. Rechercher l'indépendance en s'appuyant sur les États-Unis ou par la force militaire constitue une impasse. Benjamin Netanyahu entre le marteau et l'enclume, l'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis le met dans une position intenable. Lui qui avait promis la victoire totale contre Téhéran par l'implication militaire de Washington. Les détails avec Safwan Ben Sabri. L'accord entre l'Iran et les États-Unis signé par Donald Trump ne fait pas que des heureux. Benjamin Netanyahu se retrouve dans une position difficile, voire intenable, à l'intérieur comme à l'international. Les intérêts de Washington et de l'entité sioniste étaient amenés à diverger. Le président américain souhaite mettre fin à la guerre au plus vite, alors qu'une guerre prolongée arrange Netanyahou. Côté sioniste, pas de réaction officielle au lendemain de la signature de l'accord par Donald Trump au château de Versailles. Mais Benjamin Netanyahou a bel et bien été tenu à l'écart des négociations. Lui qui a fait subir ce conflit à Washington subit désormais ce protocole d'accord imposé par le président américain. Donald Trump a affirmé que l'Iran pourra continuer à posséder des missiles balistiques au grand désarroi de l'entité sioniste. Un nouvel échec pour le Premier ministre sioniste qui avait au début de la guerre 3 objectifs: le démantèlement du programme balistique, l'arrêt du financement des alliés de l'Iran et la fin du programme nucléaire. Il n'y a pour le moment que sur ce dernier point qu'il a été entendu, puisque l'Iran s'engage à ne jamais posséder d'armes nucléaires, mais l'Iran pourra continuer à développer son nucléaire civil. Les belligérants ont 60 jours pour négocier un traité final. D'ici là, l'entité sioniste pourrait tenter le tout pour raviver un conflit qui risque d'embraser le Moyen-Orient. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 018 martyrs et 173 273 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025 à Gaza, 1007 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3165 autres ont été blessés, tandis que les corps de 784 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et l'année 2025 a enregistré le plus grand nombre d'enfants victimes de conflits armés depuis 3 décennies, selon le rapport annuel des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, publié mercredi 17 juin. Le document fait état de 38 558 violations graves vérifiées ayant touché 24 174 enfants à travers le monde, un niveau jamais atteint depuis la création du mécanisme de suivi il y a 30 ans. Et 12 citoyens palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, a indiqué ce jeudi le bureau d'information des prisonniers. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les gouvernorats de Al-Qalya, Nablus et Al-Khalil. Le nombre total de détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation sioniste dépasse les 9 500, dont 90 femmes et plus de 360 enfants. Direction le Liban à présent, où la circulation est dense à Sidan, alors que les gens se dirigent vers le sud suite à l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Regardez.
Et le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban s'est alourdi à 3 912 martyrs et 11 873 blessés. Depuis le 2 mars 2026, a annoncé ce jeudi le ministère libanais de la Santé. Selon la même source, ce nouveau bilan intervient dans un contexte de poursuite des raids de l'antisionisme visant le Liban, où les autorités et plusieurs organisations humanitaires mettent en garde contre une détérioration de la situation humanitaire et sanitaire. Il est à noter que l'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban malgré l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu. Et les dommages directs et les pertes de production dans le secteur agricole du sud du Liban causées par l'agression sioniste en cours ont dépassé 570 millions de dollars américains selon une évaluation officielle publiée mercredi 17 juin. Cette évaluation a été menée conjointement par le Conseil national de la recherche scientifique du Liban et le ministère de l'Agriculture avec le soutien technique et la coordination des agences des Nations Unies. Toujours au Liban, des agents de la défense civile à Nabati ont fouillé les décombres de leur siège détruit mercredi 17 juin, cherchant des effets personnels, des archives et des souvenirs après qu'une frappe sioniste ait détruit l'établissement le mois dernier selon le ministère de la Santé libanais. Regardez. Après que des membres de notre équipe aient été pris pour cible et que 2 de nos collègues soient tombés en martyrs à l'entrée du centre, nous avons été redéployés sur un nouveau site. Nous avons plié bagages, fermé le centre et sont partis. 5 ou 6 jours plus tard, le centre a été touché de plein fouet par un missile. Il y avait ici un bâtiment et un centre et comme vous pouvez le constater, tout a été réduit en cendres. Une vie entière a été perdue ici. Nous passions plus de temps dans ce centre que chez nous. Nous avons tout perdu ici. Nous venons ici tous les jours. Nous cherchons, nous fouillons les alentours pour voir si nous pouvons retrouver des souvenirs, des affaires qui nous appartenaient. Nos souvenirs, nos archives, même celles sur lesquelles nous travaillons au centre. C'est très difficile de retrouver nos souvenirs. C'est très dur, un moment très difficile car nous avons tout perdu ici. C'était un coup direct, sans avertissement préalable, sans rien. Vous voyez, c'est ce qui nous a tant surpris, car nous avons toujours respecté l'emblème de la défense civile, que nous arborions partout où nous allions, sur nos voitures ou sur le toit de notre immeuble. Cet emblème était notre garantie de sécurité. Nous avons exclu la possibilité que l'ennemi israélien nous prenne pour cible. Aussi avons-nous été surpris d'être touchés de cette manière. Nous avons perdu beaucoup d'amis. Depuis 2024, nous perdons des collègues, des compagnons et des frères. Cette guerre aussi nous a coûté des collègues, des compagnons et des frères. Mais leur sang nous rend plus forts. Nous ne nous sommes pas affaiblis. C'est une chose. Deuxièmement, nous sommes toujours sur le terrain. Nous restons à Nabatieh, au service de la population de Nabatieh. Nous offrons nos vies pour le bien de notre peuple et de nos familles à Nabatieh. À plusieurs reprises, nous avons été la cible d'attaques directes, notamment contre notre centre dans la ville de Nabatieh et contre notre personnel lors d'opérations de lutte contre les incendies, d'interventions ambulancières et de sauvetage. Nous déplorons 9 martyrs et une quinzaine de blessés. En Algérie, au nom du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé mercredi 17 juin à l'installation officielle du général-major Hamid Fakkan dans les fonctions de chef du département emploi préparation de l'état-major de l'AMP en remplacement du général-major Belkacem Hasnat, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'issue, le général d'armée Saïd Chengriha a signé le procès-verbal de passation de pouvoir. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 21 mai 2026, j'installe officiellement le général-major Hamid Fekken dans les fonctions de chef du département emploi préparation de l'état-major de l'AMP en remplacement du général-major Belkacem Hassanet. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service en application des règlements militaires et des lois de la République et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de nos glorieuses révolutions. Je voudrais souligner à cette occasion que les immenses progrès que l'on observe dans les champs de bataille modernes nous obligent à redoubler d'efforts, notamment en ce qui concerne l'intensification des efforts de préparation, de formation et de développement des compétences, ainsi que l'amélioration du niveau de combat des individus et des unités et l'optimisation de la préparation opérationnelle du corps de bataille de l'AMP. À ce titre, il est impératif que vous veilliez à ce que nos forces soient bien préparées et entraînées par l'adoption des méthodes les plus appropriées et les plus adaptées au système d'armes modernes en dotation, ainsi qu'aux défis et enjeux complexes à l'échelle régionale et internationale, afin que nos vaillantes forces conservent toujours la capacité de mener à bien leur mission, quelles que soient les circonstances. Et des tentatives d'introduction de plus de 9 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec lors d'opérations exécutées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire en coordination avec les différents services de sécurité durant la période allant du 10 au 17 juin 2026 en cours selon un bilan opérationnel de l'armée nationale populaire. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'AMP ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national, ajoute le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 40 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 9 quintaux et 21 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 901 607 comprimés psychotropes ont été saisis lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. À Tamanrasset, Bourj-Baji Mokhtar, Ilizi, Insalah et Ingzam, des détachements de l'ANP ont arrêté 531 individus et saisi 32 véhicules, 364 groupes électrogènes, 159 marteaux-piqueurs, des quantités de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que d'équipements utilisés dans des opérations d'orpillage illicites. De même, 11 autres individus ont été appréhendés et 2 pistolets mitrailleurs, 1 pistolet automatique, 3 fusils de chasse, 15 920 litres de carburant et 3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes. Aux Nations Unies, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama, a souligné que l'Algérie demeurera résolument engagée à soutenir tous les efforts sincères visant à parvenir à un règlement juste et définitif de la question du Sahara occidental, à même de garantir à son peuple l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. Les détails avec Naïla Hamouda. Je donne à présent la parole au représentant permanent de l'Algérie. Devant le comité des 24, Ammar Benjama a souligné que le Sahara occidental reste la dernière colonie en Afrique et qu'il demeure inscrit à l'ordre du jour de l'ONU depuis 1963. Selon lui, cette question ne pourra être considérée comme réglée tant que le peuple sahraoui n'aura pas exercé son droit inaliénable à l'autodétermination. L'ambassadeur algérien a rappelé que la position de l'Algérie n'a pas changé et qu'elle s'inscrit dans le respect du droit international ainsi que des résolutions pertinentes des Nations Unies. Il a également insisté sur le fait que les références juridiques et jurisprudence internationale confirment le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome. La position de mon pays sur cette question n'a jamais varié et elle continuera à s'inscrire dans le strict respect du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. C'est avant tout une question de décolonisation. Et les références juridiques, et je dirais judiciaires, internationales, confirment le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome. Elle consacre le droit de son peuple
à l'autodétermination et elle statue définitivement et sans ambiguïté sur cette question. Évoquant les développements récents, Ammar Ben Jamaa a indiqué que l'Algérie a répondu favorablement à l'invitation de participer au processus politique en cours en qualité de pays voisin et d'État observateur. Il a rappelé que l'Algérie a toujours appelé à des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, sous l'égide des Nations Unies. L'Algérie, à l'instar de la Mauritanie sœur, a répondu favorablement à l'invitation de prendre part au processus politique en cours, en tant que pays voisin, en tant qu'État observateur. Et mon pays, qui a toujours plaidé en faveur de négociations directes entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario. Mon pays qui a toujours soutenu de manière constante les efforts du secrétaire général des Nations Unies. Le diplomate a salué la reprise des pourparlers entre les deux parties, tout en soulignant que ces discussions doivent déboucher sur des résultats concrets. Selon lui, le succès du processus dépendra de la confiance mutuelle, de la bonne foi des parties et du respect du droit international. Ammar Ben Jamaa a également mis en garde contre les politiques du fait accompli, les conditions préalables et les discours de confrontation, estimant qu'ils risquent d'entraver les efforts de règlement. Un mot sur la santé à présent. À l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe, connu comme le co-découvreur du virus Ebola, s'exprime sur l'actuelle épidémie en République démocratique du Congo. On l'écoute. Maintenant, nous sommes, je crois, à notre troisième semaine, fin de la troisième semaine. C'est un peu mieux structuré et je pense que la semaine prochaine ou le mois qui vient, il y aura plus d'actions concrètes pour contenir, n'est-ce pas, cette épidémie. Mais au début, on a beaucoup tâtonné. Autre information de ce journal, selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale, les phénomènes climatiques extrêmes ont touché au moins 13 millions de personnes et causé plus de 3000 décès en Afrique en 2025 avec des répercussions dans tous les secteurs de l'économie et de la société. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain.